Il y a des moments dans la vie où on se réveille le matin. On regarde le plafond de sa chambre. Et on se dit, je ne peux pas continuer comme ça. C'est exactement ce que je pensais ce matin-là. J'étais dans mon petit appartement à Shanghai. Mon café était froid. Mon téléphone était plein de notifications de travail. J'avais 26 ans. J'avais un emploi stable dans une entreprise de communication commerciale. Et pourtant, je me sentais comme une plante sans eau. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai acheté 5 billets d'avion vers 5 pays différents. Puis j'ai démissionné le lendemain matin. Avant de continuer, mon ami, j'ai une petite question pour toi. Écris dans les commentaires, tu regardes cette vidéo depuis quel pays? Par exemple, est-ce que tu es en France? Ou peut-être au Sénégal? Je suis vraiment curieuse de savoir d'où vient ma communauté. Bon, maintenant laisse-moi te raconter tout depuis le début. Je m'appelle Lin, et je suis chinoise. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle où le mot voyage voulait dire aller chez ma grand-mère dans une autre province, pas très loin de chez nous. Pour mes parents, voyager seule à l'étranger était quelque chose de presque impensable, surtout pour une jeune femme. Mais moi, depuis toute petite, j'aimais regarder des documentaires sur d'autres pays. Je regardais les images des déserts, des forêts, des villes avec des architectures que je ne comprenais pas, et je ressentais quelque chose dans ma poitrine que je ne savais pas nommer à l'époque. Aujourd'hui, je sais que c'était le désir de voir le monde de mes propres yeux. Le français, c'était une langue que j'avais choisie à l'université un peu par hasard, parce que le cours avait un horaire pratique et que le professeur avait l'air sympathique. Je ne savais pas à ce moment-là que cette décision allait changer toute ma vie. Le français ressemblait à une musique, avec ses sons nasaux et ses liaisons élégantes. C'était difficile à prononcer pour moi, mais j'aimais la difficulté. Quand on apprend une langue difficile, chaque progrès est une petite victoire. Après l'université, j'avais trouvé ce travail dans une entreprise de communication commerciale. Au début, j'étais enthousiaste. Mais après 3 ans, j'avais l'impression d'être dans une machine. Les mêmes réunions, les mêmes rapports, les mêmes objectifs à atteindre, les mêmes collègues fatigués. Et mon français que j'avais appris avec tant de plaisir, je ne l'utilisais presque plus. Il dormait quelque part dans ma tête comme un beau livre qu'on n'ouvre jamais. C'est pour ça que je suis partie. Pas parce que j'avais le courage d'une héroïne de film. Mais parce que rester me faisait plus peur que partir. Quand j'ai dit à ma mère que je partais voyager seule dans 5 pays francophones, elle a cru que j'avais de la fièvre. Elle m'a touché le front avec sa main et elle a demandé à mon père de venir regarder. Mon père, lui, il n'a rien dit pendant une longue minute. Puis il a hoché la tête très lentement et il a dit, « Prends ton passeport et fais attention aux pickpockets. » C'était sa façon de dire oui. Ma mère a pleuré un peu, mais elle m'a quand même aidé à faire ma valise. Elle a mis dans mon bagage des médicaments pour tout et des sachets de soupe instantanée, parce que selon elle, on ne mange bien que chez soi. Je ne l'ai pas contredite. Le premier pays sur ma liste, c'était la Belgique. J'avais choisi la Belgique pour commencer parce que c'est un pays qui n'est pas très grand, et je voulais commencer mon aventure par quelque chose de plus calme avant d'aller vers des destinations plus lointaines et plus intenses.
Mon vol a atterri tôt le matin, dans une lumière grise et douce. J'ai pris le train depuis l'aéroport vers le centre-ville, et par la fenêtre, je regardais les champs verts, les petites maisons avec des jardins bien entretenus, le ciel lourd de nuages blancs. C'était si différent de Shanghai avec ses immeubles immenses et sa lumière jaune dans la nuit. Ici, tout semblait à taille humaine. La première chose qui m'a vraiment surprise, c'est que les gens parlaient français d'une façon légèrement différente de ce que j'avais appris. Mon professeur à l'université avait un accent très classique, très propre. Mais ici, certains mots sonnaient différemment. Quand quelqu'un m'a dit 70 au lieu de 70, j'ai cru qu'il faisait une erreur de calcul. J'ai sorti mon téléphone discrètement pour vérifier. Et non, c'était bien correct. En Belgique francophone, on dit 70 pour 70, 90 pour 90. C'est tellement plus logique, mon ami, je te jure. Pourquoi est-ce que 70 est une chose acceptable quand on peut simplement dire 70? Voilà une des premières grandes questions philosophiques que ce voyage m'a posées. Je me souviens d'un moment particulier dans un petit café du quartier historique. J'étais assise seule avec mon carnet et mon café, et une vieille dame à côté de moi regardait mon carnet rempli de caractères chinois avec une grande curiosité. Elle m'a demandé très poliment ce que j'écrivais. Je lui ai expliqué que j'écrivais mes impressions de voyage, mes pensées du moment, des descriptions de ce que je voyais. Elle a souri avec toute la chaleur du monde et elle m'a dit, « Vous savez, ma fille est partie vivre en Asie il y a 10 ans. » Et pendant presque une heure, cette dame m'a raconté la vie de sa fille à Séoul, ses propres souvenirs d'un voyage en Grèce qu'elle avait fait dans les années 70, et ses recettes de gaufres. Les gaufres belges, mon ami. Je pensais connaître les gaufres. Je ne connaissais rien du tout. Ces gaufres-là, épaisses comme le poing, chaudes, avec de la crème fraîche et des fraises rouges, c'était une expérience qui méritait un moment de silence respectueux. Ce que j'ai aimé profondément en Belgique, c'est le rythme de la vie. Les gens ne semblaient pas pressés de la même façon qu'à Shanghai. Dans les magasins, les vendeurs prenaient le temps de discuter, de demander si vous trouviez bien ce que vous cherchiez, de vous donner leur avis. Dans les rues, les gens se disaient bonjour même sans se connaître. Je n'étais pas habituée à ça. Dans les grandes villes chinoises, tout le monde marche vite, regarde son téléphone, pense à sa prochaine réunion ou à sa prochaine livraison. Ici, j'avais l'impression que les gens habitaient vraiment dans le présent. Un soir, dans un bar de quartier, j'ai rejoint une conversation avec un groupe de jeunes locaux. Ils parlaient de tout et de rien, de leur travail, de la politique nationale, de séries télévisées, des meilleurs endroits où manger. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de naturel et de gentillesse, comme si une jeune chinoise qui parlait français avec un accent asiatique était la chose la plus normale du monde. L'un d'eux, un garçon qui étudiait l'architecture, m'a demandé si la Chine était vraiment aussi ultramoderne qu'on le voyait dans les documentaires. Je lui ai dit que oui, certaines parties de la Chine sont très modernes, mais qu'il y a aussi des endroits très anciens, des villages de montagne où le temps semble s'être arrêté, des temples de plusieurs siècles entourés de champs de riz. Il semblait surpris et heureux de cette réponse, comme si dans son imaginaire, la Chine était une seule chose simple, soit très ancienne, soit très technologique. J'ai compris que les gens ont des images simplifiées des pays étrangers, des raccourcis mentaux. Et c'est normal. C'était aussi mon cas avec l'Europe.
J'ai passé une semaine entière en Belgique et j'ai visité plusieurs villes. Dans chaque endroit, je trouvais quelque chose qui me touchait différemment. Les canaux qui reflètent les façades colorées des maisons anciennes. Les marchés de fin de semaine où on vend des fleurs, des fromages locaux, des livres anciens, des vêtements d'occasion. Les musées qui racontent l'histoire de l'art européen avec une générosité impressionnante. Je ne suis pas une grande experte en art, mais il y a quelque chose dans la façon dont ces œuvres sont présentées, dans la lumière douce des salles, dans le silence respectueux des visiteurs, qui t'invite à ralentir et à réfléchir. Un après-midi dans une librairie, j'ai trouvé un livre de poésie francophone écrite par des auteurs de plusieurs continents différents. Je l'ai feuilleté debout entre les rayons, et j'ai été frappé par la diversité des voix et des mondes que cette langue portait. Ce livre, je l'ai acheté et il a voyagé avec moi dans mon sac pendant tout le reste de mon voyage. Quand j'ai quitté la Belgique pour prendre mon avion vers le deuxième pays de mon voyage, j'avais déjà le sentiment profond que ce voyage allait me transformer. Je ne savais pas encore à quel point. Le deuxième pays sur ma liste était le Sénégal. Je sais ce que tu penses, mon ami. La Belgique et le Sénégal, c'est un grand saut géographique et culturel. Et tu as raison. Mais c'était justement ce que je voulais. Je ne voulais pas faire un voyage touristique classique où l'on reste dans des contextes culturellement proches et confortables. Je voulais comprendre comment le français vivait dans des contextes très différents, dans des cultures très différentes, dans des histoires très différentes. Quand l'avion a commencé à descendre vers Dakar, j'ai regardé par le hublot et j'ai vu pour la première fois de ma vie l'Afrique de l'Ouest. La couleur ocre et rouge de la terre, le bleu intense de l'océan Atlantique qui brillait sous le soleil, les routes qui semblaient dessinées à travers des espaces immenses. Mon cœur battait vite. J'étais excitée et aussi un peu nerveuse, d'une nervosité que j'avais appris à reconnaître et à accueillir comme le signe que quelque chose d'important allait se passer. La chaleur à Dakar, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment imaginer si tu ne l'as pas vécu. Quand les portes de l'avion s'ouvrent, c'est comme si quelqu'un ouvre un grand four chaud. Pas une chaleur humide et lourde comme Shanghai en été, mais une chaleur sèche, directe, solaire, qui enveloppe tout ton corps en quelques secondes. En 10 secondes, j'avais déjà chaud partout et je cherchais mes lunettes de soleil dans mon sac. Dès les premiers moments dans la ville, j'ai compris que le français ici avait une musique complètement différente de celle que j'avais entendue en Belgique. Les gens parlaient avec une énergie particulière, une intonation chantante, un rythme qui rendait la langue presque méconnaissable pour moi au début. Et en plus, beaucoup de gens mélangent le français avec le wolof, la grande langue locale, dans leur conversation quotidienne. On appelle ce mélange le wolof français ou parfois franc-wolof. J'entendais des phrases où les premiers mots étaient en français et les derniers en wolof, et les gens passaient d'une langue à l'autre avec une fluidité naturelle et magnifique qui me fascinait. J'avais contacté avant mon départ une famille qui acceptait de recevoir des voyageurs chez elle. La mère de famille, une femme d'une quarantaine d'années avec un sourire qui illuminait toute la pièce, m'a accueilli comme si je venais d'une ville voisine et non pas de l'autre côté du monde. Elle m'a installé dans une chambre propre et fraîche, avec un ventilateur au plafond qui tournait doucement. Elle m'a apporté un grand verre d'une boisson rouge et parfumée avec une odeur légèrement florale. C'est du bissap, m'a-t-elle dit. On le prépare avec de la fleur d'hibiscus séchée et infusée. C'était la chose la plus rafraîchissante que j'avais jamais bue. J'ai demandé comment on la préparait et elle m'a tout expliqué,
avec les proportions exactes et le moment où il faut ajouter le sucre. Cette famille m'a appris énormément sur la culture sénégalaise, sur les traditions, sur la façon de vivre ensemble dans ce pays. L'une des premières choses qu'on m'a expliquées, c'est le concept de la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité en wolof, mais c'est bien plus qu'un simple mot traduit dans une autre langue. C'est une philosophie de vie qui dit que l'étranger est un cadeau, que recevoir quelqu'un chez soi est un honneur et non pas un fardeau, que la générosité ne se calcule pas. Dans ma culture chinoise, on a aussi des valeurs importantes autour de l'hospitalité et du respect des invités. Mais je n'avais jamais senti quelque chose d'aussi naturel, d'aussi spontané et d'aussi profond. Ici, personne ne comptait ce qu'il donnait ou comparait ce qu'il recevait en retour. On donnait, c'est tout. Et c'était évident que c'était ainsi. Les repas étaient extraordinaires et généreux. Le plat national du Sénégal est le thiéboudienne, un riz cuisiné avec du poisson et des légumes dans une sauce tomate profonde et épicée. La première fois que j'en ai mangé, assise en cercle avec la famille autour du grand plat commun, j'ai fermé les yeux un instant. La profondeur des saveurs, les épices que je ne savais pas nommer, le poisson parfaitement cuit qui se défaisait sous les doigts, le riz imbibé de tout ce jus parfumé. Et on mange ensemble, dans un grand plat au centre posé sur une natte, avec les mains. Au début j'étais maladroite, mes doigts ne savaient pas exactement comment façonner la boulette de riz correctement, et tout le monde regardait avec patience. La famille riait avec moi, pas de moi. Il y a une très grande différence, et dans ce rire-là, je me suis sentie tout de suite acceptée. Un matin, je suis allée au marché avec la fille de la famille, une jeune femme exactement de mon âge qui s'appelait Fatou. Fatou parlait un français excellent, clair et précis, et elle était étudiante en droit à l'université. Elle voulait devenir avocate spécialisée dans les droits des femmes. Elle m'a expliqué sa vision de son pays, ses espoirs, ses frustrations, avec une lucidité et une passion qui m'ont profondément impressionnée. Dans le marché, les couleurs étaient partout, les tissus en wax imprimés géométriques colorés, les pyramides de fruits tropicaux, les légumes, les bijoux en métal et en perles de couleur, les sandales artisanales. Les vendeurs appelaient les clients avec des voix fortes et chaleureuses. Fatou négociait avec une habileté naturelle que j'admirais. Elle savait exactement quand sourire, quand hésiter, quand menacer de partir vers un autre étal. Et elle me chuchotait des explications sur chaque étape de la négociation en souriant. Ce qui m'a frappé dans ce marché, et plus généralement dans la vie quotidienne à Dakar, c'est que même dans des situations commerciales, les relations humaines étaient toujours prioritaires. Avant de parler du prix d'un tissu, le vendeur demandait comment allait la santé de la famille. Avant de discuter d'une réduction sur des légumes, on parlait du temps qu'il faisait, de la journée, de Dieu et de sa bonté. Pour une Chinoise habituée aux applications de livraison rapide et au paiement numérique en 3 secondes, cette façon de faire des achats était une révolution mentale complète. Et au fil des jours, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas de l'inefficacité. C'était une priorité différente. Un après-midi, Fatou m'a emmené à pied jusqu'à une plage non loin du quartier où habitait sa famille. On a retiré nos sandales et on a marché dans le sable chaud en direction de l'eau. Des pêcheurs entraient avec leurs bateaux colorés, peints en bleu et vert et rouge, portant des noms écrits à la main sur les flancs. Des enfants couraient dans l'écume blanche. Des femmes vendaient des brochettes grillées sur de petits brassereaux posés dans le sable.
J'ai acheté une brochette de viande épicée et j'ai regardé le soleil commencer sa descente vers l'horizon de l'océan, peignant le ciel de couleurs que je n'avais pas de mots pour décrire. Je me souviens d'avoir pensé très clairement. Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, seule, sans connaître presque personne dans ce pays, et je suis complètement heureuse. Le Sénégal m'a appris quelque chose de fondamental sur la richesse. La richesse ne se mesure pas avec de l'argent. Les gens que j'ai rencontrés n'avaient pas beaucoup de biens matériels par rapport aux standards dans lesquels j'avais grandi à Shanghai. Mais ils avaient une richesse de liens humains, de rires partagés, de temps donné aux autres, qui me semblait infiniment plus précieuse que les choses que j'avais accumulées dans mon appartement. Je repartais de Dakar avec des cadeaux emballés dans du tissu coloré, de la nourriture soigneusement préparée pour mon voyage, et des larmes aux yeux que j'essayais de cacher. La mère de famille m'a serré très fort dans ses bras à l'aéroport et m'a dit en français avec cet accent chaud et profond: « Tu es toujours la bienvenue dans cette maison. » Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste hoché la tête et souri avec tout ce que j'avais. Le troisième pays de mon voyage était le Canada, et plus précisément la province de Québec. Mon ami, si tu n'as jamais entendu le français québécois dans un contexte de vie quotidienne, prépare-toi à une belle aventure linguistique. J'avais regardé quelques vidéos en ligne avant de partir pour me préparer un peu, mais rien m'avait vraiment préparé à la réalité de vivre dans cette langue pendant plusieurs semaines. Le français québécois a son propre vocabulaire, ses propres expressions colorées, son propre rythme, ses propres intonations. Et il est absolument fascinant à observer et à apprendre. J'ai atterri à Montréal en automne, et la ville était couverte de feuilles rouges et oranges et jaunes. J'avais vu des photos de l'automne canadien en ligne, j'avais vu des peintures et des illustrations. Mais en vrai, c'était encore plus beau que n'importe quelle image. Les arbres ressemblaient à des peintures vivantes qui changeaient d'heure en heure avec la lumière du soleil. L'air était frais et propre, avec une légère odeur de bois humide et de feuilles mortes. Après la chaleur sèche de Dakar, ce changement de température était presque choquant pour mon corps, mais d'une façon qui me réveillait complètement. Montréal est une ville qui vit dans deux langues. On entend le français et l'anglais partout, souvent dans la même conversation, parfois dans la même phrase. Les menus des restaurants sont en deux langues. Les annonces dans le métro sont en deux langues. Les gens passent d'une langue à l'autre avec une facilité qui me déconcertait et m'émerveillait. J'ai rencontré des gens qui commençaient une phrase en français et la finissaient en anglais sans même s'en rendre compte, parce que leur cerveau fonctionnait dans les deux langues en même temps. Dans une boulangerie du quartier où je logeais, j'ai demandé un café et un croissant. La dame derrière le comptoir m'a répondu avec un grand sourire. « Vous venez d'où vous, donc ?» Ce donc à la fin de la phrase, utilisé de cette façon particulière, c'est très québécois. J'ai dit que je venais de Chine. Elle a fait de grands yeux et elle a dit une exclamation de surprise colorée que j'avais apprise à reconnaître comme typiquement québécoise, une expression qui marque la surprise et l'admiration en même temps. J'ai rapidement appris que le français québécois populaire est plein de ces expressions vivantes et expressives. Ce n'est pas poli dans tous les contextes, mais dans la bouche de cette dame, c'était dit avec une chaleur si authentique que ça m'a fait rire de bon cœur. J'ai trouvé un logement chez un homme d'une 50aine d'années, ancien professeur de littérature à l'université, qui adorait parler et qui était visiblement ravi d'avoir quelqu'un avec qui partager ses passions. Chaque soir, on s'asseyait dans sa grande cuisine lumineuse et il me racontait l'histoire du Québec. Il me parlait de la longue lutte pour la langue française sur ce continent anglophone,
des batailles politiques et culturelles, de la Révolution tranquille des années 60, ainsi que des artistes, des poètes et des chanteurs qui avaient transformé l'identité québécoise. Il parlait avec une passion et une précision qui me touchaient profondément. Pour lui, la langue française n'était pas juste un outil de communication pratique. C'était une identité, une résistance quotidienne, une façon de dire au monde entier, nous existons, nous sommes là, nous ne disparaissons pas. Comprendre cette relation profonde et parfois douloureuse entre les Québécois et leur langue m'a aidé à comprendre quelque chose d'important sur l'identité culturelle en général. En Chine, on parle souvent de culture nationale et de fierté, mais dans un contexte très différent, à l'intérieur d'un pays très grand et très peuplé. Au Québec, la langue est le cœur battant d'une identité minoritaire sur un continent qui parle principalement anglais. La défendre chaque jour, c'est se défendre soi-même. J'ai pris le train un matin pour aller dans une petite ville à l'extérieur de Montréal, recommandée par mon hôte. Les paysages que je voyais par la fenêtre étaient incroyables. Des forêts immenses aux couleurs de l'automne, des lacs bleus sombres qui réfléchissaient les nuages, des petites maisons en bois avec des porches et des chaises dehors même en saison fraîche. Dans un restaurant de cette petite ville, j'ai mangé pour la première fois la poutine, le plat emblématique québécois. Des frites, de la sauce brune chaude et du fromage en grains frais. Mon hôte m'avait prévenu avec sérieux, tu vas soit adorer, soit détester. Il n'y a pas de milieu. Pour ma part, j'ai adoré. Le fromage fondant légèrement mais pas complètement sous la sauce chaude, les frites croustillantes en dessous, la saveur généreuse et réconfortante de l'ensemble. C'est lourd, c'est généreux, c'est réconfortant comme un câlin chaud un jour de froid. Dans cette petite ville, j'ai aussi rencontré une femme qui avait toujours vécu là, dans la même maison où elle était née, dans le même quartier où avait vécu sa mère avant elle. Elle ne parlait pas un mot d'anglais et elle était fière de le dire. Elle m'a posé beaucoup de questions sur la Chine, avec une curiosité ouverte et sans jugement. Elle voulait savoir si les hivers en Chine étaient aussi rigoureux qu'au Québec. Je lui ai expliqué que ça dépendait des régions, que la Chine est un pays immense avec des dizaines de climats différents, du tropical au subarctique. Elle semblait trouver ça aussi mystérieux que moi je trouvais mystérieux le fait qu'elle n'avait jamais eu envie de quitter sa ville natale. Deux façons d'être dans le monde, deux définitions du bonheur. L'hiver approchait pendant mon séjour et j'ai pu voir les premières neiges légères tomber un matin. Mon hôte m'a prêté un manteau d'hiver énorme et des bottes imperméables montant jusqu'aux genoux. J'avais l'air d'un bonhomme Michelin ambulant, mais j'étais bien chaude. Marcher dans les premières neiges de la saison, entendre le silence particulier et cotonné que la neige crée autour de toi en absorbant tous les sons, voir son propre souffle faire de petits nuages blancs dans l'air froid, c'est une expérience physique et sensorielle que je recommande à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Avant de quitter Montréal, je suis allée dans un grand marché couvert plein de petits producteurs locaux. On y trouvait des fromages artisanaux faits dans des fermes de la province, des sirops d'érable en bouteilles de toutes les tailles, des confitures de petits fruits sauvages, des légumes de saison et du pain fait à la main. J'ai acheté une bouteille de sirop d'érable pur de première qualité. J'en ai mis une toute petite goutte sur ma main pour le goûter discrètement dans un coin. Un vendeur m'a vu et il a ri de bon cœur. Il m'a demandé, « C'est la première fois ?» J'ai dit oui. Il m'a donné un morceau de pain frais et un peu plus de sirop pour que je puisse le goûter correctement. Il a ajouté avec un grand sourire, « C'est comme ça qu'on fait. » Cette générosité simple, spontanée,
sans attente de retour, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans chaque pays francophone que j'ai visité, sous des formes différentes et avec des saveurs différentes. Le 4e pays de mon voyage était la Suisse. Plus précisément, j'allais dans la partie francophone de la Suisse, qu'on appelle la Romandie. J'avais choisi la Suisse parce que c'était le pays qui me semblait le plus mystérieux dans mon imagination. Je savais les choses que tout le monde sait, les montagnes majestueuses, les horloges réputées dans le monde entier, le chocolat, les banques internationales, la neutralité politique. Mais je voulais comprendre comment ce pays fonctionnait vraiment dans la vie de tous les jours, comment les gens vivaient derrière cette image de perfection organisée. En arrivant en Suisse, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'ordre visible partout. Tout était parfaitement organisé et propre. Les trains arrivaient exactement à l'heure indiquée, à la minute et même à la seconde près. Les rues étaient impeccablement propres sans aucun papier par terre. Les gens attendaient sagement au feu rouge même quand il n'y avait absolument aucune voiture dans la rue et personne pour les observer. Comparé à Dakar avec son énergie chaotique et joyeuse, comparé même à Montréal avec son caractère spontané, l'atmosphère en Suisse romande était plus formelle, plus silencieuse, plus contenue. Le français suisse est différent du français de Belgique et différent encore du français du Québec. C'est un français assez classique et élégant, proche du français qu'on enseigne dans les manuels, mais avec quelques mots et expressions particuliers. Par exemple, en Suisse francophone, on dit 70 comme en Belgique, et aussi 80 pour 80, ce qui est encore plus rare et que je n'avais jamais entendu nulle part. J'avais l'impression de collectionner les variantes de la même langue comme des cartes postales de différentes régions, chaque carte avec sa propre couleur et son propre caractère. J'ai logé chez une famille composée d'une mère suisse francophone, d'un père venu du Portugal il y a 20 ans, et de 2 adolescents complètement trilingues en français, en portugais et en allemand. L'allemand, parce qu'en Suisse il y a 4 langues nationales officielles, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Les enfants allaient dans une école où on leur enseignait plusieurs langues dès le plus jeune âge. Je les regardais passer naturellement d'une langue à l'autre pendant le dîner, selon les sujets abordés ou les personnes à qui ils s'adressaient, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Pour moi qui avais travaillé si dur pour apprendre le français, les voir jongler ainsi avec 3 langues était à la fois impressionnant et légèrement humiliant. La mère de famille travaillait dans une grande entreprise horlogère de la région. Un samedi, elle m'a emmené visiter l'atelier d'un ami à elle qui fabriquait des montres entièrement à la main dans un petit atelier au fond d'une cour. J'ai vu cet homme assis devant une table éclairée par une lampe précise, entouré de dizaines de petites boîtes contenant des pièces métalliques minuscules. Il travaillait avec des outils si petits et si fins qu'ils ressemblaient à des instruments de chirurgie pour quelqu'un de très patient. Il m'a expliqué qu'une seule montre de qualité pouvait lui demander plusieurs centaines d'heures de travail manuel. J'étais fasciné par cette patience absolue, cette précision millimétrique, cette dévotion totale à chaque détail invisible. Il m'a montré un mécanisme sous une loupe binoculaire et j'ai pu voir les minuscules engrenages dorés tourner ensemble dans une danse parfaitement coordonnée. Cette expérience m'a fait réfléchir longtemps au rapport que les Suisses ont avec leur travail et avec la notion de qualité. Il y a ici une culture profonde du travail bien fait, du détail soigné jusqu'au bout, de la durabilité dans le temps. On ne fait pas quelque chose pour que ce soit rapide ou pour que ce soit bon marché. On fait quelque chose pour que ça soit parfait et pour que ça dure des générations. C'est très différent de la culture de rapidité et de rendement immédiat que je connaissais dans mon ancien monde professionnel.
J'ai pris les transports publics pour explorer les environs du lac et des collines proches. En regardant par les fenêtres du train régional, j'ai vu des lacs bleus profonds entourés de montagnes couvertes de forêts et de vignobles à flanc de pente. Les villages au bord des lacs semblaient sortis d'une illustration de contes de fées soigneusement dessinés. Des petites maisons avec des volets en bois peints de couleurs douces, des jardins bien entretenus jusqu'au dernier centimètre, des bateaux blancs amarrés aux jetées en bois. Tout était si beau et si ordonné que j'avais du mal à croire que c'était un endroit réel et non pas un décor fabriqué pour des photos. Dans un village au bord du lac, j'ai trouvé un restaurant familial qui servait des fondus au fromage. Mon ami, si tu n'as jamais mangé une fondue suisse authentique dans le pays où elle est née, ajoute ça sur ta liste de choses à vivre au moins une fois. Au centre de la table, on place un grand pot en terre cuite rempli de fromage fondu et mélangé avec du vin blanc, chaud et parfumé, maintenu sur une petite flamme, puis on y trempe des cubes de pain blanc avec de longues fourchettes à deux dents. Autour de cette table-là, j'étais avec la famille qui m'hébergeait et quelques amis à eux qui venaient de pays différents. On parlait en français, on riait, on prenait du temps entre chaque bouchée. La fondue est un repas lent par nécessité physique, parce qu'il faut attendre que le fromage soit à la bonne température, qu'il ne soit ni trop chaud ni trop épais, et cette lenteur imposée crée naturellement de la conversation et du partage. La Suisse m'a appris que la beauté peut être très organisée, que l'ordre n'exclut pas la chaleur, et que derrière une surface formelle et silencieuse peuvent vivre des gens curieux, profondément généreux et très attachés à une certaine façon de vivre ensemble que peu d'autres pays ont su construire. Le 5e et dernier pays de mon voyage était le Maroc. Je sais que certains se demanderont pourquoi le Maroc, puisque la langue principale du pays est l'arabe. Mais le Maroc a une longue et complexe histoire avec le français, et cette langue est encore aujourd'hui très présente dans l'éducation, dans les milieux professionnels, dans la culture, dans les médias. Le Maroc est officiellement membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour moi, explorer un pays francophone qui était en même temps arabe et amazi et africain et méditerranéen, c'était exactement le genre de complexité que je cherchais. Mon avion a atterri en fin d'après-midi, et le coucher de soleil sur la ville était rose et or et violet, des couleurs qui semblaient plus intenses que partout ailleurs. J'avais les yeux grands ouverts comme une enfant devant quelque chose d'extraordinaire. Les toits plats en terrasse, les minarets qui montaient vers le ciel, les palmiers et les collines de la Médina ancienne, avec ses murs en terre ocre, créaient ensemble un paysage que je n'avais vu nulle part ailleurs dans ma vie. La Médina, le vieux quartier historique de la ville, était un labyrinthe de ruelles étroites où deux personnes passaient parfois à peine côte à côte. Les premiers jours, je me suis perdu plusieurs fois, complètement perdu sans aucune idée de la direction à prendre. Mais se perdre dans une médina, j'ai vite compris, c'est aussi une façon de la découvrir, peut-être même la meilleure façon. Chaque ruelle révèle quelque chose de nouveau et d'inattendu. Une boutique de tissus avec des soies dans toutes les couleurs pendues au-dessus de ta tête, un atelier de cuir où des artisans travaillent à la main avec des outils anciens, une boulangerie d'où sort l'odeur chaude du pain frais mélangé à l'anis et au sésame, une fontaine en mosaïque au centre d'une petite place où des enfants jouent et des chats dorment au soleil. Dans ce pays, on entend plusieurs langues coexister dans le même espace. Les gens parlent darija entre eux dans la rue, passent à l'arabe standard dans certains contextes formels, utilisent le français au téléphone professionnel ou dans les bureaux, et beaucoup parlent aussi l'espagnol ou l'anglais avec les voyageurs étrangers. Cette multiplicité de langues dans un seul pays, dans une seule ville, dans une seule conversation parfois, était quelque chose que je n'avais pas anticipé et qui m'a immédiatement fasciné. J'ai participé un matin à un cours de cuisine marocaine organisé par une femme dans sa propre maison.
Nous étions un petit groupe de 6 voyageurs venus de pays totalement différents. Une Américaine qui faisait le tour du monde, un Japonais qui avait étudié à Lyon, 2 Espagnols en voyage de noces, et moi, la Chinoise avec son carnet de notes. Notre hôte nous a appris à préparer un tagine d'agneau au citron confit et aux olives vertes, une harira qui la soupe nationale réconfortante, et des pastillas sucrées aux amandes et à la cannelle. Pendant que nous cuisinions et que les arômes remplissaient toute la maison, elle nous racontait l'histoire de chaque recette, les fêtes pour lesquelles on la préparait, les variations d'une région à l'autre, les souvenirs de sa propre grand-mère qui lui avait appris à cuisiner. Nous parlions tous dans un mélange joyeux de langues où le français servait de pont naturel entre nous. Le japonais parlait un français très élégant qu'il avait appris à Lyon. L'américaine s'exprimait dans un français honnête et courageux. Les Espagnols le parlaient avec un accent particulier, mais avec une fluidité que la proximité de leur langue maternelle avec la nôtre facilitait. Et moi, la chinoise, j'utilisais le français que j'avais appris dans une salle de classe à Shanghai des années auparavant, sans jamais avoir imaginé qu'il me permettrait un jour de cuisiner avec des inconnus devenus amis dans une maison de la Médina. Quand le tagine a été ouvert après 2 heures de cuisson lente, la vapeur parfumée s'est échappée et tout le monde s'est penché en avant en même temps. La viande tombait de l'os rien qu'en la regardant. La sauce était profonde, complexe, légèrement acidulée par les citrons confits. Notre hôte nous a regardé manger avec un sourire de quelqu'un qui donne quelque chose d'important. Elle a dit en français, « Quand les gens mangent ensemble, ils ne sont plus vraiment étrangers. » J'ai écrit cette phrase dans mon carnet immédiatement, mot pour mot. Les souks du Maroc sont différents de tous les marchés que j'avais vus en Belgique, en Afrique de l'Ouest ou au Québec. Ici, c'est une expérience totale de tous les sens en même temps. On voit les couleurs des épices dans leurs grands bols en bois, le safran jaune vif, le curcuma orange profond, le paprika rouge intense, le cumin brun terreux. On sent l'odeur des cuirs tannés, mélangés au parfum de l'argan, du jasmin et de la menthe fraîche. On entend le son des marteaux des artisans du métal, qui frappent des plateaux en cuivre avec des motifs géométriques répétés à l'infini. Les vendeurs t'appellent avec de belles paroles dans plusieurs langues, selon ton visage. J'ai acheté quelques cadeaux dans les souks pour ramener à ma famille. Négocier ici est une règle non écrite que tout le monde connaît et respecte, sauf les touristes qui ne le savent pas. Le premier prix donné n'est jamais le prix final. Au début j'étais très mal à l'aise avec ça, j'avais l'impression d'être impolie ou mesquine en proposant un prix plus bas que celui demandé. Mais un jeune vendeur patient m'a expliqué la logique. Si vous acceptez le premier prix sans même essayer de négocier, je me sens un peu insultée. C'est comme si ce que je vends ne méritait pas qu'on prenne le temps d'en discuter. Négocier, c'est une façon de me respecter et de respecter mon travail. Cette perspective a complètement renversé ma façon de comprendre l'échange. Un soir vers la fin de mon séjour, je me suis retrouvée seule sur une grande terrasse avec une vue à 360 degrés sur toute la Médina au moment du coucher du soleil. Les couleurs du ciel changeaient de minute en minute, de l'orange vif au rose profond au violet du crépuscule. Les appels à la prière de plusieurs mosquées se répondaient les uns aux autres dans la ville en dessous de moi, créant une sorte de dialogue musical qui remplissait tout l'espace. Des chats se promenaient librement sur les toits en contrebas. Des fumées de cuisine montaient de plusieurs maisons en même temps. J'ai pensé à ma mère à Shanghai, à mon ancien bureau, à la vie que j'avais quittée. Elle me semblait lointaine, pas seulement dans l'espace, mais dans le temps aussi, comme si j'étais devenue une autre personne depuis mon départ.
Et dans un sens important, c'était vrai. Maintenant, mon ami, laisse-moi te parler de ce que ce voyage a réellement changé dans ma vie et dans ma façon de penser. Quand je suis rentrée à Shanghai après presque 2 mois de voyage à travers ces 5 pays francophones si différents les uns des autres, je n'étais plus la même femme qui était partie avec une petite valise et un carnet vide. Ce changement n'est pas quelque chose de visible de l'extérieur, pas quelque chose que je peux te montrer comme une cicatrice ou un trophée. C'est quelque chose d'intérieur, de plus subtil et de plus profond. D'abord, ma relation avec le français a complètement changé de nature. Avant de partir, le français était pour moi une langue académique que j'avais apprise dans des salles de classe avec des exercices de grammaire et des dictées et des examens. Je la connaissais de façon correcte mais froide, comme on connaît les règles d'un jeu qu'on n'a jamais vraiment joué. Après ce voyage, le français est devenu une langue vivante et habitée pour moi. Je peux fermer les yeux et entendre la mélodie du français de Dakar avec son énergie solaire, le rythme chantant et généreux du français québécois, la précision élégante du français suisse, la richesse mélangée et multiple du français marocain. Chaque accent est une histoire. Chaque variation est une culture entière. J'ai compris aussi que parler une langue couramment ne suffit pas pour vraiment communiquer. Il faut comprendre les gens qui la parlent, comprendre d'où vient leur façon de l'utiliser, ce qu'ils mettent dedans de leur histoire collective et de leur façon de vivre ensemble. Je pense à la dame belge dans son café, qui m'a raconté la vie de sa fille pendant 1 heure, à Fatou dans les marchés de Dakar, qui négociait avec toute l'intelligence du monde, au professeur québécois, qui brûlait de passion pour son histoire, à l'horloger suisse, concentré sur des engrenages de la taille d'un grain de riz, et à la cuisinière marocaine, qui nous a nourris de tout son cœur et de toute son expérience. Ces personnes ne sont pas seulement des locuteurs de la même langue. Elles sont porteuses de cultures différentes, d'histoires différentes, de valeurs différentes. Et le français a été le fil qui m'a permis de les atteindre toutes, de les toucher et d'être touché par elles. Ce voyage m'a aussi donné une nouvelle façon de regarder la Chine et d'y habiter. Quand on voyage vraiment profondément et qu'on vit avec des gens dans d'autres pays, on revient chez soi avec des yeux différents. Je regardais ma ville avec une nouvelle attention. Je comprenais mieux ce qui était unique et précieux chez nous, ce qui méritait d'être gardé et défendu. Et en même temps, je comprenais mieux ce qui pouvait évoluer, ce qu'on pouvait apprendre d'ailleurs avec humilité. Mon ami, si ce voyage t'inspire quelque chose, si tu as en toi ce désir de voir le monde de tes propres yeux, laisse-moi te dire une chose importante. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de tout planifier avant de partir. Tu as besoin d'un passeport, d'un peu de courage, d'une ouverture sincère aux autres, et de la capacité à accepter que les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Parce que les meilleurs moments de ce voyage, les moments qui ont le plus changé ma façon de penser, étaient presque tous des moments que je n'avais pas planifiés. La dame belge dans le café. La plage de Dakar au coucher du soleil avec Fatou. La conversation tardive avec le professeur québécois dans sa cuisine. L'atelier de l'horloger suisse et ses engrenages invisibles. La terrasse marocaine sous les couleurs du crépuscule. Aucun de ces moments n'était dans mon programme de voyage. Ils sont apparus parce que j'étais là, présente, ouverte, prête à recevoir ce que le monde voulait me donner. Et pour la langue, mon ami, je te dis sincèrement, tu n'as pas besoin d'être parfait pour communiquer. Dans chaque pays, j'ai fait des erreurs.
j'ai utilisé le mauvais temps verbal dans des situations importantes. J'ai prononcé des mots avec un accent qui faisait sourire les gens. J'ai cherché mes mots au milieu d'une phrase et j'ai fait des pauses longues et silencieuses. Mais partout, les gens m'ont répondu avec patience et souvent avec admiration, parce qu'ils voyaient que j'essayais vraiment, que je respectais leur langue assez pour essayer de la parler. Et essayer sincèrement, c'est peut-être la chose la plus respectueuse qu'on puisse faire avec la langue d'un autre. Je pense souvent aussi à ce que ça signifie de voyager en tant que jeune femme chinoise seule dans des pays très différents. Dans certains endroits, les gens étaient très curieux de me voir et de me parler. Pas de façon agressive ou intrusive, mais avec une curiosité sincère et bienveillante. Beaucoup n'avaient jamais parlé directement avec une Chinoise. Ils avaient des questions parfois naïves et parfois très profondes. Est-ce que la Chine est aussi grande qu'on le dit? Est-ce que les Chinois mangent avec des baguettes à chaque repas? Est-ce que les jeunes Chinois ont les mêmes rêves et les mêmes peurs que les jeunes Européens ou Africains? À ces questions, j'essayais toujours de répondre honnêtement et avec nuance, sans défendre une image idéale de mon pays et sans non plus accepter les stéréotypes négatifs. La Chine est complexe, comme tous les grands pays du monde. Il y a des choses magnifiques et des choses difficiles. Il y a des libertés et des contraintes. Il y a des traditions millénaires et des innovations ultramodernes qui coexistent parfois dans le même quartier de la même ville. J'essayais de donner une image réelle, incarnée, humaine. C'était parfois épuisant de se sentir représentante de tout un pays à chaque conversation. Mais c'était aussi une responsabilité que j'ai finalement acceptée avec plaisir, parce que chaque conversation honnête remplace un stéréotype par quelque chose de plus vrai. Et de l'autre côté du miroir, ces voyages m'ont aidé à déconstruire mes propres stéréotypes sur les pays que je visitais. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais des idées simplifiées sur l'Afrique, sur le Canada, sur l'Europe, sur le monde arabe. Des idées construites à partir de films, d'articles en ligne, de conversations rapportées. Le voyage réel est le meilleur médicament contre les stéréotypes. Parce qu'on rencontre des gens réels, complexes, contradictoires, magnifiques, qui ne correspondent jamais exactement à l'image qu'on avait d'eux. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui aide des organisations chinoises à communiquer avec des marchés francophones. Mon français que j'avais laissé dormir pendant des années sert maintenant dans mon travail de tous les jours. Et chaque fois que j'entends quelqu'un parler français avec un accent différent du mien, je souris intérieurement parce que je sais d'où vient cet accent. Je sais quelle couleur il porte, quelle saveur il a, quel paysage il reflète, quelle histoire il transporte. Il y a une idée que j'ai lue dans un livre pendant ce voyage et que j'ai copiée dans mon carnet en rouge vif pour ne jamais l'oublier. Cette idée dit à peu près ceci: une langue, c'est une vision du monde. Quand on apprend une langue, on n'apprend pas seulement des mots et des règles de grammaire. On apprend une façon différente de voir la réalité, de nommer les choses invisibles, de construire des relations avec les autres. Le français m'a donné accès à au moins 5 visions du monde différentes pendant ce voyage. Et ces 5 visions enrichissent maintenant ma façon de penser même en chinois, ma langue maternelle, ma première maison. Je prépare déjà mon prochain voyage. Il y a tellement d'autres pays francophones que je n'ai pas encore vus. La Côte d'Ivoire et son art vivant, Haïti et son histoire unique et douloureuse, Madagascar et sa biodiversité extraordinaire, la République démocratique du Congo avec ses musiciens qui ont influencé toute la musique africaine moderne.
Chacun de ces pays a sa propre relation avec le français, sa propre façon de le parler, de le transformer, de l'habiter. Et je veux les connaître tous, un par un, avec mon carnet et mon stylo rouge. Mon ami, si tu regardes cette vidéo depuis un des pays dont je t'ai parlé, ou depuis un pays francophone que je n'ai pas encore visité, dis-le-moi dans les commentaires. Raconte-moi quelque chose de ta culture que tu voudrais que je sache. Une expression locale que tu adores. Une recette de ta mère ou de ta grand-mère. Une tradition qu'on ne trouve que chez toi. Une façon de faire les choses qui te semble évidente mais qui serait une révélation pour quelqu'un d'ailleurs. Le monde est grand et la vie est courte. Et il y a une langue qui m'a ouvert des portes que je ne savais même pas chercher. Le français a été mon passeport invisible, plus précieux que le passeport rouge chinois dans mon sac. Il m'a permis de rentrer dans des vies, dans des maisons, dans des histoires, dans des cœurs que je n'aurais jamais pu atteindre autrement. Apprendre le français a été la meilleure décision de ma vie, juste après celle de mettre ma valise dans un taxi un matin de printemps à Shanghai et de ne pas me retourner. Avant de terminer, laisse-moi revenir en arrière un moment, mon ami, parce que je réalise que je n'ai pas tout dit sur chacun de ces pays. Il y a des détails que je veux partager parce qu'ils m'ont marqué d'une façon particulière, des petits moments qui n'entrent pas facilement dans un grand récit mais qui, je crois, disent quelque chose d'essentiel sur chaque endroit. En Belgique, par exemple, j'ai découvert quelque chose de surprenant sur le rapport des gens à leur propre identité. Quand je demandais à quelqu'un s'il était belge, il répondait souvent en se définissant d'abord par sa région. Je suis wallon, ou je suis bruxellois. La Belgique est un pays petit en taille mais complexe à l'intérieur, avec des communautés linguistiques et culturelles distinctes qui coexistent avec une certaine tension et beaucoup de pragmatisme. Cette complexité interne m'a fasciné. Comparé à la Chine, pays immense avec une identité nationale très forte et très affichée, la Belgique semblait fonctionner avec une identité nationale plus discrète, presque ironique parfois. Les Belges ont cette capacité à rire d'eux-mêmes que j'ai trouvée très rafraîchissante. Dans un bar, quelqu'un m'a expliqué avec beaucoup de sérieux que la vraie question existentielle en Belgique n'était pas philosophique, c'était de savoir si la mayonnaise devait aller sur les frites avant ou après. J'ai ri pendant 5 minutes. J'ai aussi découvert en Belgique que la bière locale est une véritable institution culturelle avec des siècles d'histoire. Il existe des centaines de variétés brassées dans de petites brasseries artisanales réparties dans toute la partie francophone du pays. Chaque bière a sa propre histoire, sa propre recette jalousement gardée, son propre verre spécifique dans lequel on doit absolument la servir. Un soir, un habitant du quartier où je logeais a passé une heure entière à m'expliquer les différences entre les grandes familles de bières belges avec la passion et la précision d'un professeur de littérature comparée. Je ne bois presque pas d'alcool, mais j'ai écouté avec une attention totale parce que c'était fascinant comme manifestation d'une culture. Au Sénégal, il y a quelque chose d'autre que je veux te raconter, mon ami, quelque chose qui m'a profondément touché et qui concerne la relation au temps. En Chine, et dans beaucoup de cultures modernes industrialisées, le temps est une ressource qu'on ne doit pas gaspiller. Chaque minute doit être productive. Être en retard est une offense. Faire attendre quelqu'un est impoli. Au Sénégal, j'ai appris l'existence d'un concept local qu'on appelle parfois l'heure africaine, mais que les Sénégalais eux-mêmes expliquent différemment. Ce n'est pas du désordre. C'est une priorité donnée aux relations humaines sur les horaires abstraits. Si une conversation importante commence,
on ne la coupe pas pour respecter une heure fixée à l'avance. La relation est plus importante que le calendrier. Pour quelqu'un venu de mon univers, c'était difficile à accepter au début. Et puis, progressivement, j'ai commencé à comprendre la sagesse cachée dans cette façon d'être. Je me suis alors demandé combien de conversations importantes j'avais coupées dans ma vie professionnelle à Shanghai parce que j'avais une réunion dans 10 minutes. Combien de moments humains précieux avais-je sacrifiés sur l'autel de l'efficacité? Fatou m'avait aussi parlé de la musique sénégalaise, et notamment du mbalax, un genre musical né à Dakar qui mélange des rythmes traditionnels africains avec des influences diverses et une énergie contemporaine. Un soir, on est allé ensemble dans un petit espace culturel de quartier où se produisait un groupe de musiciens locaux. La salle n'était pas grande, il n'y avait pas de scène sophistiquée, l'équipement était simple. Mais la musique qui en sortait avait une puissance physique. Les percussions parlaient directement à quelque chose de très ancien dans le corps humain. Les gens autour de moi se levaient spontanément pour danser, des vieux comme des jeunes, sans se soucier du regard des autres. J'ai essayé de suivre les mouvements, maladroitement, et personne n'a ri de moi. On m'a encouragé. La musique, comme la nourriture, comme le thé à la menthe au Maroc, comme la fondue en Suisse, comme le sirop d'érable au Québec, était une façon de recevoir l'autre et de dire « Bienvenue ». Au Québec, il y a une chose que mon hôte m'a dit un soir qui m'est restée longtemps dans la tête. Il m'a expliqué que pour comprendre le Québec, il faut comprendre l'hiver. L'hiver québécois n'est pas juste une saison météorologique. C'est une réalité qui a façonné le caractère des gens, leur rapport à la communauté, leur sens de l'humour parfois sombre, leur capacité à trouver de la joie dans des petites choses. Quand les températures descendent à moins 30 degrés Celsius pendant des semaines, les gens doivent se serrer les coudes. Les voisins vérifient que les voisins ne sont pas en difficulté. On crée des espaces intérieurs chaleureux et vivants pour compenser la rigueur extérieure. Le carnaval d'hiver, les cabanes à sucre où on mange des produits de l'érable en famille, les patinoires publiques éclairées le soir, tout ça est né de cette nécessité de survivre ensemble à quelque chose de difficile et d'en faire quelque chose de beau. En Suisse, j'ai eu une conversation très intéressante avec la fille adolescente de la famille qui m'hébergeait. Elle m'a demandé un soir, pendant qu'on lavait la vaisselle ensemble, ce que c'était de grandir en Chine. Je lui ai décrit mon enfance, mon quartier, mon école, les jeux que je jouais, les films que je regardais, les repas que ma mère cuisinait. Elle m'écoutait avec une attention sérieuse et elle posait des questions précises et intelligentes. Puis elle m'a dit quelque chose de simple et de magnifique. Tu sais, avant cette conversation, la Chine pour moi c'était un mot dans un livre de géographie. Maintenant c'est toi. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Parce qu'elle dit exactement ce que le voyage et la rencontre font. Ils transforment les mots abstraits en personnes réelles. Ils transforment les pays en visages. Et au Maroc, lors de ma dernière journée complète, je me suis levée très tôt le matin avant que la Médina soit réveillée. Les ruelles étaient presque vides, silencieuses, baignées dans une lumière dorée et horizontale qui venait du soleil levant. Des boulangers portaient sur leurs têtes des plateaux de pain pour les livrer aux familles. Des hommes balayaient les entrées de leurs boutiques encore fermées. Des chats traversaient les ruelles avec cette dignité tranquille que seuls les chats marocains semblent posséder. J'ai marché seul pendant presque 2 heures dans ces ruelles matinales, me perdant et me retrouvant, achetant un verre de jus d'orange fraîchement pressé à un vendeur qui installait son étal,
écrivant dans mon carnet sur un banc de pierre contre un mur de la couleur du désert. Ce matin-là, j'ai eu une pensée très claire. Toutes ces langues que j'avais entendues, tous ces accents, toutes ces façons de dire bonjour et merci et comment tu vas dans la même langue, ils me racontaient tous la même chose fondamentale. Les gens partout dans le monde veulent être vus. Ils veulent que leur façon de parler, de manger, de rire, de se souvenir soit reconnue et respectée. Ils veulent que l'étranger qui vient chez eux fasse l'effort de comprendre, même imparfaitement. Et quand tu fais cet effort, quand tu apprends quelques mots de leur langue, quand tu goûtes leur nourriture avec sincérité, quand tu écoutes leurs histoires avec toute ton attention, quelque chose de beau se passe. Les frontières s'amincissent. Pas les frontières politiques sur les cartes, mais les frontières entre les gens. C'est ça, pour moi, ce que le français m'a donné. Ce n'est pas seulement une compétence professionnelle ou une ligne sur mon parcours professionnel. Il m'a donné un accès à des millions de personnes que je n'aurais jamais pu rejoindre autrement. Il m'a donné une façon de traverser des océans et des déserts et des montagnes et d'arriver quelque part et de dire « Je suis là, j'essaie de vous comprendre, racontez-moi votre histoire. » Et à chaque fois, quelqu'un a répondu. Mon carnet de voyage est maintenant plein jusqu'à la dernière page. J'en ai commencé un nouveau depuis mon retour. Et je continue d'écrire en français, parce que cette langue est maintenant une partie de moi que je n'imagine plus perdre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mon ami. Prends soin de toi, où que tu sois dans ce monde magnifique et compliqué que nous habitons ensemble.